Alors, donc, je vais vous parler d'une application sur les données EULFS pour étudier notamment l'impact de la réglementation anticoncurrentielle sur le marché du travail et notamment sur l'emploi. Alors, je tiens à préciser donc dès maintenant, comme l'a fait Jimmy Lopez, que vraiment les résultats sont préliminaires. Ils datent de mon mémoire de M2, et donc le but ici, c'est vraiment pas de vous dire que j'ai obtenu un tel ou un tel résultat, c'est vraiment d'essayer de vous transmettre les idées qu'il y a finalement derrière ces résultats. Alors en introduction, je vais commencer par tenter d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on entend par réglementation anticoncurrentielle et les mécanismes qui illustrent l'impact de la réglementation anticoncurrentielle. Dans une seconde section, je m'intéresserai un peu plus au niveau économétrique, avec notamment une étude, enfin une introduction aux méthodes d'évaluation d'impact, puis une application aux réglementations. En troisième section, je peux entrer mes données, avec notamment un paragraphe un peu plus précis sur les données PMR, puisque j'ai seulement présenté les données LFS dans mon diapo précédent. Et enfin, je terminerai sur mes résultats empiriques, avec une conclusion et quelques limites. Donc, la réglementation anticoncurrentielle, c'est quoi? La réglementation anticoncurrentielle, qu'on appelle aussi Product Market Regulation, ou PMR, d'ailleurs, c'est comme ça que je vais les appeler jusqu'à la fin de cette présentation, ce sont des lois et des règlements qui vont limiter en fait la concurrence à plusieurs niveaux. D'une part, on peut avoir une distorsion de concurrence induite par l'intervention directe de l'État, notamment via les implications dans les opérations commerciales. Je vous ai mis l'exemple du contrôle des prix. Donc, par exemple, l'État va simplement imposer un prix minimal ou maximal. On peut avoir un contrôle direct des entreprises. Donc, cette fois-ci, l'État va en fait détenir la majorité, par exemple, des capitaux d'une entreprise. Elle va donc contrôler l'entreprise. Hormis donc ces distorsions de concurrence induites par l'intervention directe de l'État, on aura des obstacles à l'entrée nationale et étrangère, avec notamment des exigences administratives à la création d'entreprises. Je vous ai mis l'exemple ici par exemple, on aura un nombre limité d'octroi de licences, d'autorisation ou de permis. Ou encore un traitement différencié des fournisseurs étrangers, avec par exemple des barrières tarifaires, un obstacle aux investissements directs étrangers. Donc voilà un petit peu ce qu'on entend par réglementation anticoncurrentielle. Alors pourquoi étudier l'impact des PMR sur le chômage? La première idée, c'est qu'on va essayer de lever l'obstacle technique de la mobilité des travailleurs. Donc en fait, dans la littérature, il y a plusieurs travaux qui étudient l'impact des PMR sur l'innovation et notamment sur la productivité des facteurs de production, et ce, avec des panels interpays ou interindustries. Si on s'intéresse à l'impact des PMR sur le niveau de chômage, on va avoir un problème qui s'appelle un problème d'identification ici, qui sera causé par la mobilité des travailleurs. Je vous ai mis l'exemple, c'est très simple. En fait, une hausse du chômage peut être comblée par une baisse du chômage dans une autre entreprise. Et donc, pour lever cet obstacle, on va raisonner au niveau régional pour calculer l'impact des PMR direct, indirect, on y reviendra par la suite. La seconde idée, ce serait une meilleure compréhension de ces mécanismes qui permettrait en fait d'affiner la construction des indicateurs et de rendre les politiques publiques plus performantes. Alors au niveau de la revue de littérature et donc des mécanismes théoriques, l'idée principale c'est de se dire que les PMR vont impacter la concurrence, que celle-ci va impacter les incitations à innover et donc va entraîner des variations de productivité. Et ces variations de productivité sont censées se répercuter sur les décisions d'embauche des entreprises. Donc le but ici, ça va être de combiner deux théories, l'influence de la concurrence sur l'innovation et l'influence de l'innovation sur le chômage. En ce qui concerne l'influence donc des PMR sur l'innovation, on aura un effet qu'on appelle un effet direct, où les PMR influencent l'innovation des entreprises réglementées. Donc ici, l'idée, c'est qu'une hausse des PMR, donc une baisse de concurrence, va entraîner un pouvoir de marché pour les entreprises qui sont réglementées. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir augmenter leurs prix et elles obtiennent davantage de rente. Cette hausse de rente aura un effet à la fois positif et négatif. Par exemple, une hausse de rente va donc permettre aux entreprises d'avoir davantage de ressources pour faire de la R&D. Donc, elles seront davantage incitées à innover. A contrario, les entreprises peuvent être désincitées à innover finalement parce qu'elles ont déjà des rentes élevées et donc ne sont pas incitées à innover pour en obtenir davantage. On aura donc un effet négatif sur l'innovation.
Je vous ai mis en bas l'article de Haguillon et co-auteur en 2006 qui reprend justement ces idées d'effet direct. L'effet indirect. Donc cette fois-ci, les PMR influencent l'innovation des entreprises non réglementées. L'idée principale, c'est que cet impact va passer par le biais des consommations intermédiaires. Donc on aura en fait une entreprise amont qui fournit des biens intermédiaires à l'entreprise aval. L'idée, c'est ça. Une hausse des PMR ici, donc, qui entraîne comme précédemment une baisse de concurrence, hausse du pouvoir de marché pour les entreprises réglementées. Et donc, si l'entreprise non réglementée innove, l'entreprise réglementée pourra s'accaparer en fait une partie de la rente due à l'innovation. Ce qui veut dire que l'entreprise non réglementée va être désincitée à innover. On aura donc un effet négatif de la hausse des PMR sur l'innovation. Deuxième effet négatif, la hausse des PMR entraîne, comme précédemment, baisse de concurrence, entraîne une hausse de pouvoir de marché pour les entreprises réglementées, et donc elles seront moins nombreuses, ce qui signifie qu'il est plus difficile pour les entreprises en aval de trouver un fournisseur. Et donc, celles qui sont déjà présentes sur le marché vont se sentir finalement protégées de la concurrence et ne vont pas innover. Elles ne sont pas incitées à innover. On aura donc deux effets négatifs de la hausse des PMR sur l'innovation. Je vous ai mis donc ici aussi l'article de Baronne et Singano en 2011 et l'article de Nicoletti et Scarpetta en 2006 qui reprennent ces idées d'effets indirects. Enfin, l'impact de l'innovation sur le chômage. Donc, ici, j'ai repris les idées de Haguillon et d'Howitt en 1997 dans leur livre Théorie de la croissance, où l'idée principale, c'est de se dire que le chômage, c'est un flux d'individus transitant d'entreprises et technologies obsolètes vers les nouvelles entreprises. Ils vont définir différents effets. L'effet direct de la destruction créatrice. En fait, l'idée, c'est simplement qu'une hausse de l'innovation va entraîner une hausse de l'obsolescence et donc une hausse du chômage. L'effet indirect, c'est la même idée. On aura une hausse d'innovation qui va entraîner une hausse d'obsolescence. Et donc, les entreprises auront un temps limité, comme je l'ai écrit, pour rentabiliser les investissements. Et donc, elles vont baisser leur recherche de travailleurs. On aura aussi une hausse du chômage. Le dernier effet que Haguillon et Howitt appellent effet de capitalisation, qui, d'après eux, peut surpasser les deux effets précédemment détaillés. L'idée principale, c'est de se dire que les entreprises peuvent tout simplement tirer parti des innovations des autres. Elles seront alors simplement encouragées à embaucher. Donc, on aura une baisse du chômage. Donc, maintenant, je vais m'intéresser au point de vue un peu plus théorique, enfin empirique plutôt, pardon, avec une présentation générale de la méthodologie d'évaluation d'impact dans une première partie, puis une application aux réglementations. Donc, les méthodologies pour évaluer l'impact d'un traitement. Pour obtenir l'effet d'un traitement, il nous faut un groupe traité et un groupe non traité. Le but, ça va être donc de comparer les résultats des deux groupes. Le problème, et c'est souvent le cas, nos deux groupes ne sont pas parfaitement comparables. On a deux groupes différents. Ce qui va entraîner ce qu'on appelle un biais de sélection. Puisqu'en fait, on sélectionne, sans le vouloir, un des deux groupes. Par exemple, les traités peuvent posséder des caractéristiques particulières différentes de celles des non traités. Et donc, pour pallier ce problème, le but, c'est de créer un contrefactuel. Donc, c'est un groupe imaginaire, en fait, non traité, qui sera identique au groupe traité. Alors, les méthodes d'évaluation vont permettre, par le biais de la création de ce contrefactuel, d'éliminer ce biais de sélection. Je vais vous parler de la double différence. Alors, il y en a beaucoup d'autres de méthodes, comme le matching ou l'expérience aléatoire. Mais je vous parle de la double différence, puisque c'est celle que je vais utiliser dans ma régression, dans mon étude. Et l'avantage principal de cette méthode, ça va être qu'elle permet en fait d'envisager des situations dans lesquelles l'accès au traitement peut dépendre tout à la fois de leurs caractéristiques observables et non observables. Je prends toujours l'exemple de la motivation, par exemple, puisque la motivation est une variable qui explique justement le fait de participer au traitement et qui peut expliquer les résultats, mais cette variable n'est pas mesurable, on n'observe pas. Et donc, utiliser cette méthode de double différence nous permettra de prendre en compte cette variable inobservable. Alors, le but de la double différence, c'est comme son nom l'indique, faire une double différence. Une différence entre traité et non traité, avant et après traitement. Sous l'hypothèse de tendance commune. Alors, l'hypothèse de tendance commune, c'est le fait qu'on suppose que si les individus n'avaient pas été traités, le groupe traité n'avait pas été traité, leur évolution aurait été similaire à celle du groupe non traité.
Vous allez voir graphiquement, c'est plus simple. On a ici l'évolution du groupe non traité, avec t égale 0 pour le traitement. Et on a ici l'évolution du groupe traité. Le but de la méthode de double différence, ça va être donc de prendre en compte la différence initiale entre les deux groupes, ρ ici, et de prendre en compte la différence d'évolution temporelle, gamma ici, en reportant en fait notre contrefactuel, donc l'hypothèse de tendance commune, elle est là, en pointillé. C'est l'idée qu'en l'absence de traitement, l'évolution du groupe traité aurait été similaire à celle du groupe non traité. On reproduit simplement cette courbe en pointillé ici. Et donc, l'effet du traitement sans biais, ce sera non pas la différence du résultat du groupe non traité et traité, mais ce sera la différence entre le résultat du groupe traité et le contrefactuel, bêta ici. Donc, on va estimer ce bêta et on va appliquer cette méthodologie en réglementation. Alors, avant, donc c'est un peu le cœur de ma présentation, je vais vous donner quelques idées pour bien comprendre le mécanisme. Alors, d'une part, les réglementations, elles sont mises en place sur les entreprises amont. Donc, sur les entreprises en fait, qui fournissent les biens intermédiaires aux entreprises aval. Au niveau de la méthodologie, on va sortir du cadre strict traité-non traité. On sera en fait plus ou moins traité selon deux hypothèses, une différence de traitement secteur-région et une différence de traitement intersectoriel. Je reviendrai dans la diapositive suivante. Notre stratégie d'identification, en fait, on va raisonner, donc, comme je vous l'ai expliqué, on va raisonner au niveau régional pour pallier les problèmes de mobilité des travailleurs. Et on va intégrer dans le calcul de l'impact des PMR la part des secteurs amont sans dimension temporelle. L'idée, c'est simplement de se dire qu'en fait, le niveau de la réglementation va forcément impacter la part des secteurs amont. Donc, on élimine, en fait, on prend la moyenne régionale, on élimine cette dimension temporelle pour éviter que l'effet du traitement parte dans cette évolution temporelle de la part des secteurs amont. Enfin, donc on va utiliser ces différences de traitement pour calculer à la fois l'impact direct des PMR au niveau régional et l'impact indirect des PMR toujours au niveau régional. Donc pour calculer l'impact direct des PMR, on va utiliser uniquement une différence secteur-région. Donc l'impact des PMR va varier en fonction de la part des travailleurs des différents secteurs dans la région. Formellement, ça revient à ça. On aura donc ici PMRIT, donc qui est le niveau de réglementation mis en place sur le secteur amont I à la date T. On va pondérer cette valeur par la part des travailleurs dans le secteur amont I de la région J. Et on fait donc la somme des différents secteurs amont pour obtenir l'impact direct des PMR au niveau régional à la date T. Pour calculer l'impact indirect des PMR, cette fois-ci, on va utiliser une différence secteur-région et une différence intersectorielle. Donc, la différence intersectorielle, c'est simplement le fait que les entreprises non réglementées, donc entreprises aval, dépendront plus ou moins du traitement en fonction de leur quantité achetée d'intrants intermédiaires venant des entreprises réglementées, donc celles amont. L'idée, elle est formellement représentée ici. Donc, comme précédemment, on aura les PMR IT, donc le niveau des réglementations anticoncurrentielles mis en place sur le secteur amont I à la date T, qu'on va pondérer cette fois-ci par le niveau d'intrants intermédiaires, en fait, le niveau de consommation intermédiaire que le secteur aval K importe du secteur amont I. On aura donc cette nouvelle valeur, PMR up, qu'on va pondérer, pour avoir l'effet au niveau régional, on va le pondérer par la part des secteurs aval K. Et donc on fait la somme des secteurs aval K dans la région J. Et on aura l'impact indirect des PMR dans la région J à la date T. Donc finalement, notre équation de régression sera la suivante. On va étudier donc le niveau de chômage dans la région J à la date T en fonction de nos variables d'intérêt, donc des PMR directs et des PMR indirects, et en fonction d'un ensemble de covariables qui reprend donc les variables de contrôle. On a ajouté la moyenne d'âge par des femmes, éducation par le secteur manufacturier et par le secteur amont, et comprend aussi les effets fixes, pays période et région. Donc maintenant, je vais m'intéresser un petit peu aux données. Donc le but, ça va être donc de combiner finalement trois bases. La base LFS,
la base ISIO, qui est en fait la base Input-Output des États-Unis en 97, donc pour calculer justement les consommations intermédiaires, et la base regroupant les données PMR. Alors l'indicateur des PMR, donc c'est notre PMR IT que j'ai présenté dans les formules précédemment. C'est un indicateur qui va être issu de l'OCDE et qui est échelonné de 0 à 6, avec 0 pour les réglementations les plus pro-concurrentielles. Cet indicateur est disponible pour 5 secteurs principaux. On aura donc le secteur des réseaux, avec le secteur de l'énergie, du transport et de la communication, donc 3 secteurs. On aura le secteur de la distribution et le secteur des services professionnels qui regroupe plusieurs professions telles que ingénieurs, notaires, avocats, juristes, architectes et comptables. Donc ces indicateurs sont disponibles tous les 5 ans de 98, 2003, 2008 et 2013, sauf pour le secteur des réseaux, donc qui comprend énergie, transport et communication, qui eux sont disponibles tous les ans, donc annuellement, de 1975 à 2018. Je vous ai mis en annexe la construction des différents indicateurs si vous souhaitez davantage d'informations là-dessus. Alors moi, en ce qui concerne mon échantillon, j'aurai 4 secteurs amont: énergie, transport et communication que je ne peux pas séparer, distribution et services professionnels. Et j'aurai 16 secteurs aval, dont les 4 secteurs amont. Donc là, je vais aller assez vite sur cette diapositive, c'est juste pour vous présenter mon échantillon. Donc celui qui est illustré graphiquement comprend 19 pays et m'a servi à définir, enfin à étudier mes statistiques descriptives. Mon ancien échantillon, donc, qui était un peu plus restreint et n'avait que 13 pays pour 163 régions et 5 périodes, m'a servi à faire des régressions. Donc au niveau des statistiques descriptives, on va étudier l'évolution de variables d'intérêt, donc le chômage et les PMR. On va vérifier la variabilité temporelle de la part des secteurs amont. Donc comme je l'ai dit, vu qu'on n'insère pas la dimension temporelle dans le calcul, on va vérifier qu'il n'existe pas de gros chocs temporels. Ensuite, on va étudier le changement de région des individus. Et enfin, on va étudier une représentativité de l'échantillon. Alors, je vais aussi aller assez vite sur ces graphiques. Ici, on a représenté l'évolution du taux de chômage par pays. Donc voilà, donc ce qu'on peut remarquer, que c'est assez hétérogène. J'ai représenté donc la France ici en rouge, au bien qu'on la discerne des autres pays, avec ici l'Espagne qui a une grosse variation de taux de chômage. Sinon, on remarque juste que c'est hétérogène. L'idée, c'est de comparer avec l'évolution du secteur des réseaux, par exemple, où on voit nettement qu'il y a beaucoup moins d'hétérogénéité, puisque tous les pays sont très similaires, et on voit une décroissance pour chacun d'entre eux, jusqu'à environ 2009-2010, où on observe une stagnation. Pour l'indicateur de la réglementation du service professionnel, alors là, donc c'est par 5 ans, vu que effectivement, je n'ai pas les données par année. On remarque que pour la France, bon, on a une légère hausse ici de 2003 à 2008. Sinon, bon, c'est une baisse pour les autres pays. Pour la distribution, donc c'est celui qui a la variance la plus importante, mais bon, voilà. Donc, juste pour vous montrer un petit peu les différentes évolutions. Bon, on a une baisse pour la France, toujours en rouge ici. Et seul là, c'est la République tchèque ici qui croît. Alors, au niveau de l'évolution de la part des secteurs amont, je vous ai mis des graphiques qui illustrent ça en annexe. Sinon, je peux vous conclure des résultats qu'on a obtenus. On ne remarque pas de choc significatif. Seul le secteur des services professionnels va croître durant toute la période. Donc, ce sera à prendre en compte par la suite dans l'évaluation. Au niveau de l'étude de la mobilité des travailleurs, donc j'ai fait une étude de la part des individus qui n'ont pas changé de région. Donc, 1 an avant l'enquête, je vous ai mis le tableau ici des différents pays. Et on remarque que plus de 95% des individus n'ont effectivement pas changé de région. Et donc, c'est plutôt pertinent de raisonner au niveau régional. Enfin, notre étude de représentativité, donc ici, on a un graphique. Donc, on a utilisé la base de l'INSEE du recensement pour comparer nos données. Par exemple, si on s'intéresse aux courbes en bleu, on aura ici la part des femmes. On remarque ici, donc en bleu clair, mon échantillon, qu'on va surestimer un petit peu la part des femmes par rapport aux données de l'INSEE.
Quand ici, la part des diplômés du supérieur, on va aussi surestimer un petit peu la part des diplômés du supérieur par rapport à l'enquête de l'INSEE. Et enfin, à contrario, on va sous-estimer un petit peu la part du taux de chômage, le taux de chômage, pardon. Donc voilà, bon après on voit que les évolutions semblent assez similaires quand même si on a un léger décalage. Donc je vais m'intéresser maintenant à mes résultats empiriques que j'ai obtenus. Alors ici, j'ai donc mis 3 colonnes. Donc on a la première qui représente nos 2 impacts réunis simultanément dans la même régression. On remarque qu'ils ne sont pas significatifs, donc je vais passer cette colonne et m'intéresser directement aux impacts en intégrant simultanément les effets directs et indirects des PMR. Donc on remarque que pour l'effet direct des PMR, il est positif et augmente de 0,049% le chômage dans la région. A contrario, l'effet indirect est négatif, elle va baisser le chômage de 0,091%. Alors après, on pourrait justifier peut-être le fait que l'impact direct soit positif en se disant que peut-être une augmentation des PMR va finalement entraîner une augmentation des barrières à l'entrée et donc baisser la taille des secteurs et donc augmenter le chômage. Pour l'effet indirect, l'idée serait similaire, une hausse des PMR entraîne donc une hausse des barrières à l'entrée. Cette fois-ci, ça veut dire que les entreprises amont sont moins nombreuses. Étant moins nombreuses, il est plus difficile pour celles qui sont en aval de trouver un fournisseur. Elles se sentent donc protégées de la concurrence. Elles vont alors moins innover. Et donc, si on se rapporte aux idées d'Aguillon et d'Aouit sur l'obsolescence, il y aura moins d'obsolescence et donc moins d'individus transitant d'une entreprise de technologie obsolète vers une entreprise nouvelle. Et donc, on aurait une baisse du chômage. Alors, c'est des idées à revoir et à approfondir. Sinon, en ce qui concerne les autres variables explicatives, elles sont toutes significatives, elles semblent cohérentes. Par exemple, la part des femmes ici augmente le niveau de chômage. Voilà, donc en conclusion, je vous ai remis un peu les idées principales des résultats que j'ai obtenus. Donc en effet opposé des impacts directs et indirects. L'impact des PMR vers les secteurs réglementés est positif. L'impact des PMR vers les secteurs non réglementés est négatif. Et je vous ai mis le secteur de l'énergie ici, qui est un canal de transmission intense des PMR. Alors oui, en fait, j'ai pas représenté les tableaux ici, mais j'ai étudié en fait l'impact direct et indirect des PMR en étudiant en fait l'impact de chaque secteur, en séparant l'impact de chaque secteur amont, donc énergie, transport et communication, distribution et services professionnels. Et donc j'ai remarqué qu'en fait, que ce soit l'impact direct ou indirect, dans les deux situations, c'est le secteur de l'énergie qui obtient le coefficient estimé le plus important. Donc voilà, je tiens à préciser que c'est des résultats préliminaires à approfondir et discuter. Voilà. Donc finalement, dans les prolongements qu'on pourrait faire ici, en fait, d'une part, ce qui serait intéressant, c'est d'obtenir davantage de variabilité. On pourrait travailler sur les données par année, donc en utilisant notamment les secteurs de réseau, puisqu'on a les données par année, et comparer avec les résultats des secteurs de distribution ou de services professionnels. On pourrait travailler aussi sur les données individuelles et non pas sur des moyennes régionales. On pourrait prendre en compte l'innovation dans le communautaire du processus grâce aux données CIS. On pourrait prendre en compte aussi les LMR, qui sont les Labor Market Regulation ou la distance à la frontière, qui vont en fait modifier l'impact des PMR. On pourrait différencier le travail qualifié et non qualifié, on pourrait faire une étude de participation, etc. Et au niveau des limites, celles dont je peux vous parler, ce serait intéressant de vérifier les hypothèses de tendance commune. Le problème, c'est que c'est assez compliqué puisqu'on n'a pas vraiment de traité non traité, on est plus ou moins traité. En plus, on n'a pas vraiment de date de mise en place du traitement. Donc, c'est assez compliqué de pouvoir vérifier cette hypothèse. Alors, on y réfléchit. On s'est déjà intéressé un petit peu à chercher le quartile des pays qui auraient les réglementations les plus strictes, le quartile des pays qui auraient les réglementations les moins strictes, et puis comparer les résultats d'évolution. Mais bon, c'est à approfondir. Et enfin, améliorer l'information sur les classifications sectorielles. Bon, bah oui, ce serait forcément intéressant, c'est un petit peu compliqué à faire. Après, ce qui serait peut-être intéressant, ce serait de diminuer finalement notre dimension temporelle de la base, s'arrêter à 2008 pour obtenir finalement qu'une seule nomenclature. Sauf qu'on a vu que les réglementations, notamment sur les secteurs de réseau, étaient décroissantes jusqu'à environ 2009-2010, donc après elles stagnaient, on avait peu de variabilité. Donc voilà, c'est des idées à approfondir et
le travail est encore à faire. Voilà, donc merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je suis tout oui. Merci, Madame Vénéré, pour avoir participé à cette présentation. Je reprends la main. Votre présentation était très, très claire, surtout pour nous qui essayons de faire passer la culture quantitative en sciences humaines et sociales. Il était très important de bien présenter les données, ce que vous avez fait. Et j'espère que justement, ça va pousser pas mal de jeunes chercheurs et toute personne également qui a envie de travailler sur des données européennes, justement, à s'intéresser à ces questions. N'hésitez pas surtout, si vous avez besoin, qu'on prenne contact avec les institutions pour vous aider justement à avoir accès à ces données, de revenir vers la plateforme. Vous pouvez écrire à la plateforme via puddmsh@bourgogne.fr ou m'écrire directement à mon mail. Donc, normalement, vous avez le mail de la plateforme et mon mail dans le programme que vous avez reçu et également sur le site de la MSH. Concernant les questions, nous n'avons pas eu de questions cet après-midi, pas pour le moment. Quand je ne vois pas de questions. Donc, on a encore suffisamment de temps avant la seconde présentation. Si vous avez des rajouts, des questions, Monsieur Lopez peut profiter pour ajouter peut-être des choses s'il veut. Voilà. Merci Cyrinus. Bon, j'avais pas prévu de rajouter des choses. Juste revenir sur la motivation de ce travail de recherche réalisé par Madame Verneret. Ces indicateurs de réglementation qu'elle vous a présentés sont utilisés par l'OCDE, le FMI dans leurs recommandations de politique économique. Et donc, il y a évidemment toute une littérature qui s'intéresse à voir s'il existe un lien réel entre ces indicateurs-là et l'activité économique. Et comme Madame Verneret l'a dit, pour l'instant, il y a surtout une littérature qui concerne l'impact de ces réglementations sur l'innovation et la productivité. Et ça se comprend puisque ce sont des réglementations qui sont au niveau sectoriel et on peut assez facilement étudier l'effet de ces réglementations sur ce qui se passe dans l'activité d'un secteur donné. Et ce qui est beaucoup plus difficile si on veut travailler par contre sur des questions comme l'emploi ou les inégalités, parce que le travailleur est mobile, il peut passer d'un secteur à l'autre. Et donc il suffit pas de voir que, par exemple, la réglementation aurait un effet négatif ou positif sur le nombre d'employés du secteur pour en conclure quoi que ce soit sur le chômage ou les inégalités, puisque si un secteur a sa taille qui augmente, c'est peut-être au détriment des autres secteurs et vice-versa, donc ça n'a peut-être pas d'effet sur le chômage. Ce qui explique sans doute cette difficulté qu'il n'y ait pas eu de travaux pour l'instant qui permettent de constater l'effet des réglementations sur l'emploi ou les inégalités. Et donc, c'est ce qu'on essaie de combler avec ce travail-là. C'est ce que Madame Verneret essaie de faire. Pour être totalement exact, il existe des analyses quand même, mais qui sont faites sur des données pays. Et donc, généralement, qui ne sont pas des publications académiques d'ailleurs, mais qui sont plutôt des rapports. Et pour une bonne raison, c'est que dans ce cas-là, on reste plutôt sur une analyse descriptive, puisqu'on va voir que dans les pays où la réglementation a augmenté, le taux de chômage a augmenté, mais on ne sait pas qui de la poule ou de l'œuf dans ces cas-là. Et donc la méthodologie qui a été présentée par Madame Océane permet d'essayer de traiter ce problème-là. Voilà, d'où l'intérêt de travailler sur des données régionales. J'espère que ce qui a été compris aussi, c'est que ces travaux préliminaires, puisque c'est à peine, pour l'instant, ce qui a été présenté, c'est les travaux en mémoire, et on sait qu'en mémoire, on a un temps très, 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 très limité. Et c'est un travail qui a été fait, par exemple, pour l'instant, sur des moyennes régionales, alors que l'idée, c'est de travailler, bien sûr, sur les données individuelles pour profiter de ce degré de précision. Voilà. Est-ce que le temps gagné a permis de recevoir des questions, Cyrinus? On n'a toujours pas de questions. Okay. Donc, je suppose que c'était très clair pour les différents participants. Il y a eu quelques problèmes de connexion que j'essayais de régler, mais au cas par cas, donc voilà.
Mais je tiens à préciser que chacune de ces présentations est enregistrée et donc d'autres des participants ont demandé à pouvoir avoir accès à ces présentations ultérieurement. Donc voilà, les gens pourraient revenir sur des questions plus tard et justement on pourrait les renvoyer vers les différents présentateurs ou présentatrices des différentes sections de la semaine. Voilà. Oui, n'hésitez pas à nous contacter. On sait que ces présentations vont parfois un peu vite et on prend toutes les questions, y compris si elles arrivent beaucoup plus tard. Okay. Ben, merci beaucoup. Là, on va prendre une pause puisque la deuxième présentation démarre à 15h15. Donc, on a été très, très vite là. Bon, on avait quelques questions. Donc, on démarre exactement à 15h15. Donc, je précise pour tous les participants qui peuvent dire à leurs amis de se connecter, ils n'ont qu'à se rendre sur le lien de justement, ceux qui ont des difficultés de connexion, de se rendre sur le site de la MSH, Semaine Data SHS. Sur Semaine Data SHS, ils ont les différents liens de connexion qui correspondent justement à chaque créneau pour chaque section ou chaque conférence. Donc, voilà, et donc, le temps qu'ils se connectent, disons, à tout à l'heure, donc à 15h15 pour la deuxième présentation de la journée. Donc, la dernière présentation de la journée, qui est la deuxième présentation de la première session des présentations de la semaine Data SHS 2020. Merci beaucoup, Cyrinus. À tout à l'heure. Merci.